Bienvenue chers téléspectateurs sur 613 TV pour Vive la paracha. Vivre la paracha, c'est votre rendez-vous quotidien autour de la section hebdomadaire de la Torah que nous récitons chaque Shabbat dans toutes les synagogues du monde. Et cette semaine, nous parlons de Miketz. Aujourd'hui, ce sera plutôt vive Hanouka. Vive Hanouka, vive la Torah. Et nous allons essayer, puisque rien n'est par hasard, si la parachat Miketz est récitée régulièrement, pas toutes les années, mais régulièrement au cours de la fête de Hanouka, c'est qu'il y a sans doute un lien. Il y en a sans doute beaucoup, mais nous, on va essayer d'en tirer un et de trouver un enseignement à travers ce lien entre Hanouka et la paracha Shavua. Alors hier, on tentait de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit Yosef Hatzadik. Oui, alors Yosef Hatzadik fait référence bien évidemment au fait que Yosef a résisté à la tentation, une tentation terrible, la tentation de commettre l'irréparable avec la femme de son maître, c'est-à-dire avec la femme de Potiphar. Et pourtant, il a résisté. Alors, on a expliqué hier qu'il avait eu une aide presque divine, en tout cas il a eu une vision de son père, et la vision de son père l'a empêché de fauter. Mais alors à ce moment-là, s'il a eu une aide, pourquoi est-il considéré comme Yosef Hatzadik? Alors, on va revenir sur les événements tels qu'ils se sont passés. Yosef rentre pour faire l'irréparable, c'est ce que nous dit Rashi, et puis à ce moment-là, il a cette fameuse vision, et il s'en va. En s'en allant, que se passe-t-il? La femme de Potiphar, qui est folle de rage, lui prend son vêtement. Et à ce moment-là, Yosef réalise une chose. Si elle a son vêtement, alors elle pourra l'accuser d'avoir pénétré chez elle, et à ce moment-là, il va être accusé d'avoir voulu la violer, et il sera totalement perdu. S'il est perdu, ça veut dire qu'il part en prison, sans doute pour toute sa vie, et à ce moment-là, se terminent les aventures de Yosef. Et malgré cela, il se dit, c'est pas grave, moi je préfère éliminer ma vie, c'est-à-dire croupir en prison, plutôt que de commettre cette faute. J'en tousse d'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, Yosef décide de ne plus vivre le restant de ses jours plutôt que de commettre une faute. Alors ça, c'est un grand enseignement, on va essayer d'expliquer ça à nos chers téléspectateurs. En fait, Yosef se dit, voilà, j'ai le choix aujourd'hui, à ce moment précis, actuellement, maintenant, de fauter ou de ne pas fauter. Maintenant, si je faute, j'ai tout l'avenir devant moi. Que va-t-il se passer? Je vais entretenir peut-être une relation avec la femme de mon maître, et puis je vais rester dans ma position enviable de conseiller du ministre, ce qui est quand même une position enviable quand on est esclave. Ou alors, je résiste, et à ce moment-là, c'est la prison à vie, mais attention, on n'est pas dans les conditions des prisons de notre époque. C'est pas Fleury-Mérogis, quoi. C'est pas Fleury-Mérogis, c'est surtout pas les prisons qui sont visitées, inspectées, parfois critiquées par Amnesty International, qui signalent lorsqu'il y a des abus, lorsqu'il y a des violences, des tortures, etc., etc. À ce moment-là de notre histoire, les prisons... C'est le cachot. C'est le cachot, c'est surtout la torture, c'est les sévices, etc., etc. Et aucun contre-pouvoir pour améliorer le quotidien des prisonniers. Donc, c'est à ce futur que s'attend Yosef, mais malgré tout, il ne va pas fauter, il va dire, c'est pas grave, je préfère compromettre, condamner mon futur, mais surtout pas fauter au présent. Autrement dit, il dit, voilà, moi je vis au présent, aujourd'hui, j'ai la possibilité soit de fauter, soit de ne pas fauter. Si je faute, eh bien, j'ai encore un futur. Si je ne faute pas, c'est fini, je n'ai plus de futur. Eh bien, c'est pas grave. Il fait le choix, et c'est ça la grandeur de Yosef, il fait le choix de ne pas fauter au présent, même si ça lui coûte son futur. Il fait un très grand sacrifice. Il fait le sacrifice de sa vie. C'est ça, Akedat Yitzhak.
c'est le sacrifice de sa vie. Voilà. Et c'est Yosef. Yosef, on l'a dit, on en a parlé surtout la semaine dernière, Yosef, c'est le fils de Rachel. Et Rachel a fait exactement le même choix. Qu'est-ce qu'elle a fait? Revenons encore une fois, autre flashback. Revenons à ce qui s'est passé entre les deux sœurs, Léa et Rachel. Léa est triste. Elle va être humiliée au moment où Yaakov s'apprête à épouser Rachel. Il y a un risque de subterfuge de Lavan. Lavan veut que Léa soit l'épouse de Yaakov, puisque c'est la fille aînée. Alors, que se passe-t-il entre Rachel et Yaakov? Il se donne un code pour contrecarrer les manigances de Lavan. Et à ce moment-là, Rachel, contre toute attente, donne les codes à Léa. Pourquoi elle donne les codes à Léa? Parce qu'elle se dit, il va y avoir une humiliation de ma sœur. Or, que se passe-t-il? En donnant les codes à Léa, c'est Rachel elle-même qui se condamne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord tacite entre la famille d'Yitzhak et la famille de Lavan qui stipulait que les deux frères, les deux jumeaux, Esav et Yaakov, devaient épouser les deux sœurs, Léa et Rachel. Autrement dit, si Rachel épousait Yaakov, c'est-à-dire les deux cadets devaient se marier, les deux aînés devaient se marier. Mais si par contre, Yaakov, le cadet, épousait Léa, donc ça veut dire par conséquent, Esav devait épouser Rachel. Cela veut dire que lorsque Rachel a donné les codes à Léa, c'est pas simplement qu'elle imaginait ne pas humilier sa sœur, c'est que par la même occasion, elle se condamnait à épouser le plus grand malfaiteur, le plus grand mauvais joueur, le plus grand de tous les méchants. Voilà. Autrement dit, le plus grand rachat. En un mot, on a tout résumé en hébreu. Elle s'apprêtait à s'unir avec Esav. Et donc, non seulement à compromettre sa vie, mais à compromettre sa descendance, et donc tout son futur, pas simplement le sien, mais pas de Yosef. Pas de Yosef, mais aucune descendance vertueuse. Et bien malgré tout cela, et c'est sans doute ça le mérite absolu de Rachel, c'est que malgré cette perspective horrible pour elle, finalement, elle a accepté, elle a choisi de donner les codes pour ne pas humilier sa sœur. C'est-à-dire qu'elle a préféré au présent faire une mitzvah, même si ça condamnait totalement son futur. Exactement la même démarche qu'a fait Yosef vis-à-vis de la femme de Poutifar. On voit à travers ces deux exemples que l'on doit privilégier son présent, et même si cela doit condamner son futur. On voit la même démarche pour Avraham Avinu. Encore une fois, on fait un flashback. Avraham Avinu, on lui dit, écoute, tu es le fils du vice-roi. Terach, le père d'Avraham Avinu, était vice-roi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Avraham Avinu, on lui dit, tu es le fils du vice-roi, agenouille-toi devant les statues, et puis on te donnera un poste enviable, peut-être un poste de ministre, peut-être un poste plus élevé, vice-roi, on ne sait jamais. Eh bien, cela n'intéresse pas Abraham. Abraham ne va pas troquer son futur, et même si c'est un futur enviable, pour vivre un présent qu'il ne correspond absolument pas à ses idéaux, à savoir devenir idolâtre. Il dit, mais moi, je ne peux pas vivre en tant qu'idolâtre. Donc si c'est ça la vie que vous me proposez dans le futur, je préfère vivre au présent et mourir. Et donc c'est comme ça qu'il va se jeter dans la fournaise, parce qu'il dit, mais c'est ça mon présent. Mon présent, c'est de ne pas accepter votre pression idéologique et de devenir idolâtre. Je préfère mourir, mais de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu plutôt que de vivre en étant idolâtre. Il n'a donc pas sacrifié le présent pour un futur, même s'il était enviable. Eh bien, c'est ça la démarche commune que l'on voit à travers aussi bien Yosef, à travers Rachel, mais aussi Abraham.
Reste peut-être l'interrogation pour Hanouka. Alors on va laisser ça peut-être pour demain. Oui, je sais, tu as envie de connaître la réponse, mais les beignets viennent de nous arriver sur le plateau de 613 TV. Alors on va les partager avec Michael, notre cher technicien que l'on salue par la même occasion. Dès qu'on a fini de consommer les beignets, on se remet à notre réflexion et on se retrouve demain pour donner enfin la réponse du rapport entre tout ça et Hanouka.